Bonjour, bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre EMAM. Livre EMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Catherine Miller, directrice de recherche émérite à l'IREMAM, et j'ai le très grand plaisir de recevoir Chloé Pellegrini pour discuter de son ouvrage « Enseigner les langues à l'école publique au Maroc, construction des savoirs, identité et citoyenneté ». Chloé est chercheure associée à l'IREMAM et également formatrice, consultante à travers Diotim Éducation, où elle réalise des missions d'expertise éducative en France et à l'international. Donc, avant de vous questionner Chloé directement, je vais contextualiser un tout petit peu son ouvrage et souligner son originalité avant d'entamer le dialogue. Donc, le Maroc fait partie des pays où les questions d'enseignement reviennent régulièrement à l'ordre du jour des débats politiques et publics, avec un constat le plus souvent très pessimiste sur les échecs des politiques d'enseignement, puisque le Maroc est considéré comme un pays avec encore un très fort taux d'illettrisme. Parmi les causes qui expliqueraient les faibles performances du Maroc dans ce domaine, il y a non seulement les conditions économiques et sociales, puisque le Maroc reste un pays pauvre et rural avec des régions enclavées, mais beaucoup de commentateurs pointent aussi l'impact jugé négatif des politiques linguistiques et des méthodes d'enseignement des langues qui se traduiraient par une mauvaise maîtrise à la fois de l'arabe standard et du français. Donc il y a eu énormément de rapports et de travaux faits sur ces questions. L'originalité de l'ouvrage de Chloé Pellegrini est d'avoir choisi non pas une approche surplombante, comme la majorité des rapports sur cette question, mais une approche ethnographique se basant notamment sur l'observation de cours en classe, qui avait été très peu fait auparavant. Donc Chloé, tu mets au cœur de ta recherche l'analyse des pratiques des enseignants, leurs interrogations, leurs ressentis. À la lecture, on ressent vraiment un très grand respect que tu as envers tout le personnel de l'enseignement. Les profs, mais aussi les inspecteurs, les formateurs, etc. Tu n'émets aucun jugement de valeur sur les pratiques que tu as observées, mais tu cherches plutôt à les comprendre et à les expliquer. Tes observations te permettent notamment de montrer les similitudes assez inattendues dans les méthodes d'enseignement de l'arabe et du français. Bref, ton ouvrage nous fait entrer dans la salle des classes, ce qui reste assez rare. À l'heure où le Maroc, comme tant d'autres pays, cherche à réformer son système éducatif, ton ouvrage fournit non seulement une description détaillée de la situation réelle, mais pose de façon fine et subtile de nombreuses questions sur la faisabilité des réformes technocratiques et s'interroge sur la construction des savoirs et la finalité de l'enseignement public. Une problématique qui dépasse de loin le seul cas marocain. Donc, pour commencer, je voudrais revenir sur la genèse de ta thèse et du livre et sur l'influence qu'a eu ton parcours sur la construction de ton objet de recherche. Après une formation littéraire, tu as travaillé de 2013 à 2021 comme consultante et formatrice pour enseignement du français au Maroc. Donc, qu'est-ce qui, à partir de cette expérience professionnelle, t'a donné envie de faire une thèse sur l'enseignement des langues au Maroc? Donc, pas simplement le français sur lequel tu travaillais, mais aussi arabe, berbère, espagnol et anglais dans le système public marocain, évacuer le système privé. Pourquoi tu ne t'es pas contenté, par exemple, de t'intéresser qu'à l'enseignement du français? Et comment s'est fait le choix des écoles que tu as sélectionnées? En fait, quand on travaille comme enseignant dans le même système éducatif dans lequel on a étudié soi-même en tant qu'élève, il y a une forme d'homogénéité de fond des fonctionnements éducatifs qu'on ne questionne pas, parce qu'on les a intériorisés comme étant la norme et que finalement on ne connaît que ça. Que ce soit autant les pratiques d'enseignement, les relations entre enseignants et élèves, les types de savoir, les postures de savoir et les pratiques langagières qui sont valorisées par l'école, même s'il existe ensuite bien sûr des spécificités d'un établissement à l'autre, d'un enseignant à l'autre et même d'une classe à l'autre.
Avant d'arriver au Maroc, j'avais travaillé donc comme enseignante de lettres en France et au lycée français de Bangkok en Thaïlande, et ensuite repris des études en master à Londres. Et ces changements avaient déjà fait vaciller mes repères et mes certitudes professionnelles d'enseignante, m'avaient fait prendre aussi de la distance et observer et questionner les choses autrement, expérimenter d'autres manières de faire. Quand j'ai commencé à faire de la formation d'enseignant de français au Maroc, à nouveau, il fallait réinventer d'autres modalités de travail, d'interaction, et pour m'adapter au fonctionnement à la fois du système éducatif marocain et de ses normes, et aux individus que j'avais en face de moi, qu'ils soient enseignants, inspecteurs, formateurs, etc. D'où mon intérêt d'aller plus loin dans mes questionnements en menant cette recherche ethnographique au cœur du réacteur, si on peut dire, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, dans les différents espaces de l'école et dans les salles de classe. Par ailleurs, le fait de m'intéresser à toutes les langues en présence et pas seulement au français m'a semblé d'emblée très important pour ne pas rester auto-centré sur ma langue d'origine, qui est en plus l'ancienne langue coloniale au Maroc, et aussi, je dirais, par respect et par intérêt pour la richesse plurilingue du pays. Donc, aux côtés de la darija que j'avais commencé à apprendre dès mon arrivée au Maroc, ça nécessitait aussi d'apprendre l'arabe fosha au moins à un niveau suffisant pour lire les programmes, les manuels et suivre les cours. Concernant l'amazigh, je n'ai pas eu le temps d'apprendre cette langue, de prendre des cours, mais ça me paraissait inconcevable de ne pas parler du tout de l'enseignement de cette langue pour autant, au moins à travers l'analyse des textes officiels et en observant les cours d'amazigh dans une démarche d'anthropologie visuelle, même si je n'avais pas accès à la langue, au sens de la langue. Enfin, l'anglais et l'espagnol, c'était important pour moi d'observer comment ces langues étrangères sont traitées dans l'enseignement par comparaison avec le français, français qui est omniprésent au Maroc, mais qui n'a pour autant pas de statut officiel, ni comme langue du Maroc, ni comme langue étrangère. Et donc c'était important de pouvoir comparer les langues étrangères de fait officielles et la langue étrangère, le français, malgré les réformes actuelles qui situent le français de plus en plus comme une langue étrangère en tant que telle. Et enfin, par rapport à ta question sur les établissements, en fait, ça dépendait surtout des autorisations officielles que je pouvais obtenir, et c'était majoritairement les responsables administratifs des académies et des directions provinciales qui sélectionnaient les établissements. Ensuite, bien sûr, en prenant compte souvent mes demandes, ce qui m'a permis d'aller dans des établissements à la fois dits exemplaires ou réputés difficiles dans différents milieux, milieux urbains, périurbains et rural, que ce soit en montagne ou en plaine. Et donc, ça m'a permis de faire des observations sur des périodes de longue durée dans 9 établissements, 3 écoles primaires, 3 collèges et 3 lycées. Je voudrais savoir en quoi ton activité professionnelle a favorisé ou au contraire a parfois compliqué ton rapport aux enseignants de l'école marocaine et ton propre regard. Ton livre commence par une anecdote que tu as observée pendant tes formations, anecdote qui me paraît très significative, à partir de laquelle tu as tiré plusieurs fils. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Il s'agit d'un moment de formation, d'une situation de formation où j'étais la formatrice dans une académie régionale. Donc dans une belle salle d'apparat, et qu'il faut imaginer avec le portrait du roi Mohamed VI en grand, quelque chose de vraiment extrêmement solennel. Et c'était une formation qui était destinée à des enseignants de matières scientifiques, amenés à enseigner en français leur discipline, qui enseignaient dans des collèges et dans des zones rurales assez éloignées, et donc qui étaient déjà assez intimidés par la situation et le côté solennel de leur réception dans cet établissement. Et ce qui était intéressant, c'est que l'inauguration de la formation a été faite par un responsable administratif qui a commencé un discours en arabe sur la modernisation du système éducatif en utilisant du vocabulaire, en parlant d'indicateurs, de paramètres, de taux de réussite, taux de scolarisation, de l'importance des performances du système éducatif dans la mondialisation.
Et suite à ça, un des enseignants qui était invité pour la formation, s'est levé de façon très majestueuse et a pris la parole, en arabe toujours, pour vanter la beauté du métier d'enseignant, et notamment d'après le Coran, en s'appuyant sur des citations du Coran. Et il a continué son discours en montrant combien la langue française, selon lui, était plus adaptée que la langue arabe pour enseigner les sciences, du moment que les contenus scientifiques enseignés ne rentrent pas en contradiction avec le Coran. Et puis tout d'un coup, de manière complètement inattendue, il est passé en français de manière totalement fluide et spontanée et s'est mis à réciter en français un extrait de La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. Et puis un peu plus tard, au cours de la formation, lors d'une pause, il y a eu toute une discussion entre les enseignants pour savoir, et ils n'étaient pas d'accord entre eux, si il est haram ou non d'enseigner les sciences dans une langue étrangère, et notamment en français. Donc, qu'est-ce que montre cette anecdote? Elle me semble très significative dans la mesure où elle met en avant l'usage des 3 langues dans une période très courte, et 3 langues qui finalement incarnent 3 mondes de référence différents. D'un côté, une conception officielle, technicienne de l'éducation et des savoirs scolaires qui est exprimée par le responsable administratif, qui s'exprime dans un arabe moderne, très technique, technicien. Ensuite, une conception religieuse de l'éducation et des savoirs qui s'appuie sur des citations du Coran dans les propos de l'enseignant, et en même temps le monde de référence culturelle française issu des livres que cet enseignant a étudiés dans son enfance lui-même à l'école à la fin des années 70. Donc finalement, cette anecdote, elle montre comment les acteurs de l'école publique marocaine naviguent entre ces langues et ces mondes de référence. Elle montre les relations complexes entre les langues, les conceptions du savoir, de l'identité, de la citoyenneté et les mondes de référence politiques, culturels, religieux et sociaux en présence dans le système éducatif national. D'où, à mon avis, l'importance vraiment grande de mener des recherches de terrain dans des établissements scolaires et dans les salles de classe pour appréhender ces relations dans leur complexité. Et par rapport à cette question justement de l'accès au terrain, mon activité de formatrice et de consultante m'a permis d'obtenir les autorisations officielles pour faire de telles recherches. C'est vrai que c'est une situation qui est rare, notamment du fait de la complexité pour obtenir ces autorisations. Les responsables administratifs m'ont fait confiance parce qu'ils connaissaient mon travail. Certains étaient même venus observer des formations en tant que superviseurs, ou en tout cas interrogeaient les enseignants à la fin des formations pour savoir comment ça s'était passé. Donc ça, c'était tout le côté administratif qui était un petit peu complexe. Et puis, par ailleurs, ce statut posait aussi problème, mon statut posait aussi problème, puisque briser la glace avec les directeurs d'établissement et les enseignants était souvent très loin d'être facile, au contraire, d'autant plus que le système éducatif national marocain et public est très critiqué de toutes parts, notamment et surtout au Maroc d'ailleurs, et du coup tout regard extérieur est un peu considéré comme une intrusion, un jugement de valeur ou une condamnation potentielle. Donc me présenter comme chercheuse en tant que doctorante et donc étudiante et comme enseignante plutôt que comme une experte entre guillemets formatrice, ça permettait d'adoucir quand même un peu ces appréhensions que les personnes avaient. Et puis surtout ma présence au quotidien dans la durée dans les établissements permettait progressivement de banaliser ma présence au moins un peu. Et il y avait aussi des petits rites de passage par lesquels les enseignants me faisaient passer, comme m'envoyer au tableau corriger un exercice d'arabe en primaire, ou se moquer de mon accent et la prononciation de certains sons en arabe dans la salle des professeurs, etc. Et donc ces petits rites initiatiques permettaient quand même d'atténuer cette difficulté. Et évidemment, ça supposait que je les accepte de bon cœur et aussi que je me place dans une posture d'écoute, de bienveillance, et que je laisse le plus possible au placard mes schémas de pensée de professionnels de l'enseignement formatés à la française.
Une des questions principales de ton ouvrage est d'analyser comment les programmes éducatifs de l'enseignement des langues au Maroc incarnent des idéologies linguistiques. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ce lien complexe entre idéologie linguistique et enseignement des langues, qui est vraiment au cœur de ton propos? Les idéologies linguistiques, je les ai prises au sens de un ensemble de représentations portant sur les langues, leurs fonctions, leurs statuts, leurs valeurs et leur monde de référence respectifs. Cet ensemble étant construit en système de pensée légitime par des personnes et des institutions qui font autorité, et ce système de pensée légitime étant accepté, en tout cas en partie, même s'il peut être contesté, approprié et intériorisé par une grande partie de la population, notamment parce que c'est un système de pensée qui lui est transmis par l'école. Bon, il y a beaucoup de littérature sur les idéologies linguistiques. Là, par exemple, pour cette définition, je me suis basée sur les travaux de Deborah Cameron, notamment de 2006. Donc, si on revient au Maroc, suite à l'indépendance, il y a eu une longue période de valorisation officielle d'un monolinguisme éducatif au nom de la construction de l'identité nationale unifiée et autour de la langue arabe. Et puis progressivement, les politiques linguistiques éducatives ont évolué vers la valorisation du plurilinguisme dans l'éducation. C'est ce qu'on retrouve depuis la Charte nationale d'éducation et de formation de 1999. Je ne rentre pas évidemment dans les détails ici, mais nous avons aussi des textes comme la vision stratégique 2015-2030 et les nouveaux curricula pour le primaire qui viennent de sortir en 2020, donc après ma recherche. Par rapport à ça, finalement, les contenus des programmes des langues sont vraiment modelés par des idéologies linguistiques qui sont portées par les politiques étatiques en lien avec la définition de ce qu'est la nation, de l'identité nationale et de l'unification de cette identité nationale. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement spécifique au Maroc, bien sûr, on le retrouve dans la plupart des systèmes éducatifs nationaux, mais évidemment, il y a des spécificités par pays et je me suis intéressée aux spécificités marocaines. Par rapport à ça, donc dans les contenus des programmes et les manuels, l'arabe est vraiment mis en avant et enseigné comme une langue identitaire, au fondement de la nation et de l'identité marocaine. On a des programmes de primaire et des manuels qui sont centrés sur la création chez les élèves de ce que Bernstein appelle une conscience nationale spécifique, avec par exemple pour les premières et secondes années de primaire un focus sur les fêtes nationales et religieuses, dans les années 3e et 4e année les valeurs islamiques, nationales et humaines, ou la civilisation marocaine pour les années, les 5e et 6e années, dont par exemple les bonnes relations entre les hommes et les femmes selon les normes marocaines. Quand on passe à l'Amazigh, son enseignement est officiellement généralisé en primaire depuis 2003, même si dans la réalité cette généralisation n'est pas vraiment effective. Et nous avons des programmes et des manuels qui sont surtout orientés sur la valorisation du patrimoine, surtout rural et artisanal, et sur le passé. Ce qui rejoint d'ailleurs l'article 5 de la Constitution de 2011, la Constitution du Royaume du Maroc, qui présente l'amazigh comme une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains. Quand on prend ensuite le français, qui est le grand absent des textes officiels éducatifs jusqu'à la vision stratégique 2015-2030, alors qu'il est omniprésent dans l'espace public, le monde du travail et même l'éducation du primaire au supérieur. Là, pour le français, on a des programmes et des manuels qui sont orientés surtout sur la littérature classique de France, que ce soit Le Petit Chaperon Rouge, Victor Hugo, et on a une approche vraiment techniciste de la langue écrite de France, avec des programmes orientés sur la grammaire, sur la stylistique, sans valorisation vraiment de la communication orale, même si progressivement il y a malgré tout des changements dans les nouveaux programmes qui sont en cours en ce moment. Et puis enfin, l'anglais et l'espagnol,
Là, nous avons des programmes qui sont beaucoup plus orientés sur leur apprentissage vraiment comme des langues étrangères, destinés à une communication pratique et ancrée dans le monde présent. Et enfin, on a la langue toujours relativement taboue, à la fois dans les textes officiels et dans les discours, à savoir bien sûr la Darija, qui est pourtant mentionnée comme dialecte en appui de l'apprentissage de l'arabe dans la Charte nationale de 1999, qui est toujours omniprésente bien sûr dans les écoles, que ce soit dans les salles de professeurs, dans les réunions pédagogiques, dans les cours, etc., mais qui est une langue qui n'apparaît nulle part officiellement. Donc c'est un fonctionnement finalement qui, avec ces idéologies linguistiques qui se retrouvent dans les programmes et les contenus d'enseignement des langues, qui fait écho au positionnement politique et positionnement aussi dans la société civile face aux langues, où il y a des formes de cristallisation, de clivage qui enferment ces langues dans des antagonismes, et notamment dans une relation clivée entre d'un côté l'identité nationale, de l'autre côté la modernité et la mondialisation. Alors que finalement, au quotidien, les pratiques sont beaucoup moins clivées et imperméables, comme on l'a vu par exemple dans l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. À la suite de tes recherches et à la lumière de tes observations dans les classes, quelles sont tes conclusions ou analyses sur la façon dont ces idéologies sont appropriées ou pas, négociées, voire éventuellement détournées, contournées par les enseignants dans leur pratique pédagogique? Ce qui m'a paru particulièrement intéressant dans ta recherche, c'est cette pédagogie de la récitation et mémorisation que l'on pense en général spécifique à l'enseignement traditionnel de l'arabe et qui est aussi mis en œuvre dans l'enseignement du français, toujours présenté comme la langue de la modernité. À mon avis, ça pose en creux la question de la reproduction des formes de savoir islamique au sein de l'école publique. Je vais partir d'une description de la structure type que j'ai pu dégager de l'enseignement de l'arabe et du français en primaire. Structure type au sens où j'ai en fait enlevé toutes les spécificités d'un cours particulier sur un thème particulier, mais où j'ai essayé de dégager les grandes lignes de fonctionnement de l'enseignement de ces deux langues en primaire. Généralement, une leçon commence par le rappel et la récitation de la leçon précédente par la maîtresse, je dirais la maîtresse parce que le plus souvent ce sont des femmes, et par les élèves. Il y a un premier temps où la maîtresse récite la trace écrite de la leçon précédente, et ensuite les élèves récitent en chœur, donc en chœur c'est-à-dire la totalité de la classe récite en chœur la même leçon. Donc le même rappel de leçon. Puis la maîtresse interpelle quelques élèves individuellement au premier rang, qui vont eux-mêmes à leur tour réciter ce rappel de leçon. On passe ensuite, en deuxième étape, à la découverte d'un nouveau support, qui va être le support de la séance, qui est généralement un texte. Ce texte est d'abord lu par la maîtresse à voix haute, une ou plusieurs fois, et ensuite elle va le relire phrase par phrase et demander aux élèves en classe de lire après elle, en chœur, phrase par phrase. Elle va ensuite à nouveau désigner des élèves, généralement du premier rang, et qui le plus souvent sont les mêmes que précédemment, pour que eux-mêmes lisent le texte, en tout cas des morceaux, des extraits du texte. On passe ensuite à des questions de compréhension, qui sont généralement les questions qui sont dans le manuel, et la maîtresse va donc poser la question, identifier des élèves individuellement qui vont répondre à ces questions, et en général, même quand la réponse proposée par un élève est une réponse qui est correcte du point de vue de la question posée, la maîtresse va proposer une autre réponse qui correspond à la même chose, mais qui est formulée de manière différente et souvent plus complexe, et qui parfois est une réplication exacte du guide de l'enseignant. Donc il y a cette espèce de référence comme ça à ce qui est attendu comme un texte déjà préparé en quelque sorte.
Une fois que cette réponse correcte a été formulée par la maîtresse, elle va inviter les élèves en chœur à répéter cette réponse correcte. Et parfois, cette réponse sera écrite au tableau, il devra être recopié par les élèves. Ça va être la même chose, le même processus pour les questions les unes après les autres. Ensuite, dernière partie de la leçon, alors il y a évidemment des différences avec des exercices que les élèves peuvent être invités à faire entre-temps, mais la leçon généralement se termine, la maîtresse dit la future trace écrite donc qui va être la synthèse de cette leçon qui est en train de se terminer. Les élèves sont invités à répéter cette future trace écrite en chœur. La maîtresse invite également des élèves individuellement à nouveau répéter cette future trace écrite. Puis, soit elle envoie un élève au tableau pour écrire cette synthèse, soit elle l'écrit elle-même, et les élèves sont invités à recopier dans leur cahier cette trace écrite et à la prendre pour la fois suivante. Et le cours suivant sera à peu près sur ce même schéma. Ce qu'on constate à partir de cette structure type, un peu dépouillée de spécificité bien sûr, hein, c'est une relation enseignant-élève qui fonctionne aussi dans d'autres systèmes éducatifs, avec une relation entre la maîtresse et le chœur, ce que j'ai appelé le chœur, c'est-à-dire le collectif de la classe, et avec l'individualisation de quelques élèves, qui sont souvent les mêmes et qui sont en nombre plus ou moins important, souvent un peu nombreux en français et plus nombreux en arabe. On constate aussi une pédagogie qui est très fortement centrée, comme tu l'as dit, sur la mémorisation et sur la récitation. Les élèves sont aussi invités à apprendre par cœur une leçon, enfin la synthèse d'une leçon, et ils sont aussi invités dans les devoirs à faire à la maison à préparer la lecture d'un texte de manière à ce que quand ils sont désignés par la maîtresse pour le lire en classe, en fait ils le lisent récitent en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils l'ont tellement préparé que c'est plus une forme de lecture-récitation que de véritable lecture-déchiffrage, découverte d'un texte. Et il y a aussi des critères de lecture qui se retrouvent dans les différentes écoles où j'ai été, et au collège et au lycée c'est la même chose. Lire avec la plus grande rapidité, la plus grande fluidité possible, c'est ça le véritable critère de performance. Et hésiter ou marquer trop de pauses, même ne serait-ce que pour respecter la ponctuation, est quelque chose qui n'est pas forcément valorisé. On a ensuite la valorisation dans les cours aussi de mots techniques qui sont complexes, et surtout de la langue écrite et du métalangage sur la langue, plus que de la langue orale. Et enfin, on a un fonctionnement que j'ai appelé en palimpseste, c'est-à-dire que finalement la bonne réponse est quasiment toujours un montage de citations issues soit du texte écrit, que ce soit le texte du manuel ou que ce soit le guide de l'enseignant. Donc il n'y a pas vraiment de valorisation de la prise de parole personnelle des élèves, une prise de parole individualisée. L'élève n'est pas invité vraiment à être auteur de ses réponses, mais à combiner, à enchasser des citations de l'écrit qui fait autorité finalement, que ce soit le manuel ou le livre du professeur, ou l'autorité du propos de l'enseignement qui finalement aussi incarne la parole légitime. Ensuite, par rapport à la façon dont sont enseignées chaque langue, par rapport au texte, donc ce qui rejoint les contenus des programmes dont je parlais tout à l'heure, l'enseignement de l'arabe met vraiment en avant un savoir de haute culture, donc qui se récite, qui se célèbre, avec beaucoup de textes à la gloire de la patrie, de la grandeur de la civilisation arabo-musulmane, de la grandeur aussi de la civilisation marocaine. Avec en parallèle, bien entendu, l'utilisation de la darija qui quand même ponctue les cours d'arabe et d'ailleurs des autres langues aussi, hein, où là on a beaucoup plus la darija qui est utilisée dans un retour à la relation affective et sensorielle. Et humaine en quelque sorte, puisqu'elle est utilisée par exemple pour rassurer, pour gronder, pour donner des instructions pratiques. Si on passe à l'enseignement du français, là on a un savoir qui est aussi un savoir de haute culture avec une forme d'élitisme qui est rendu
particulièrement inaccessible car il est vraiment centré sur des textes littéraires qui sont difficiles. Par exemple, Un dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en fin de lycée, mais il y a aussi d'autres exemples dans les classes précédentes. On a aussi un centrage de cet enseignement sur des analyses de grammaire et de stylistique très poussées et qui sont très souvent proches des manuels de France, avec par exemple, l'enseignement sur les homonymes en 5e année de primaire pour des élèves qui par ailleurs n'utilisent pas le français de communication et ne sont pas en capacité vraiment de communiquer en français, ou plus on monte à une complexité du métalangage comme ça, en montant dans les classes, dans les niveaux, par exemple les figures de style, la grammaire bien sûr, la focalisation zéro, les types de narration, etc. On n'a pas du tout une langue de communication qui est enseignée, ce que certains enseignants d'ailleurs disqualifient la langue française de communication simple de tous les jours en l'appelant le français dialectal, donc en faisant un parallèle entre ce français parlé et la darija et le fonctionnement diglossique de l'arabe. Donc finalement, le français est une langue que les élèves ne maîtrisent pas, sauf s'ils la pratiquent en dehors de l'école ou qu'ils ont été scolarisés pendant un temps plus ou moins long dans des écoles privées où là, il y a davantage un fonctionnement bilingue qui est mis en place. Ce qui fait que dans les écoles publiques, souvent, on a des classes, plus on monte dans les niveaux, plus on a des classes d'élèves qui restent silencieuses avec quelques élèves du premier rang qui participent. Au contraire, pour l'enseignement de l'anglais et l'espagnol, là on a vraiment des méthodes d'enseignement qui sont basées sur l'enseignement d'une langue étrangère, où il s'agit vraiment de valoriser la communication, l'expression par soi-même, en interaction et avec des supports accessibles, tels que des images, des bandes dessinées, des histoires d'adolescents, des articles sur les thèmes de la jeunesse, etc. Et donc, on a aussi des élèves qui sont beaucoup plus engagés dans ces enseignements, à être auteurs de leurs propos, à réfléchir, à se positionner, à donner leur avis. Par rapport à l'amazigh, donc encore une fois, j'ai peu de repères, mais ce que j'ai pu constater dans les classes que j'ai observées, c'était souvent le constat d'une séparation entre d'un côté les élèves amazigrophones qui étaient vraiment concentrés et investis dans l'apprentissage, et les élèves arabophones davantage dans une posture de méfiance et donc une forme de clivage comme ça. Voilà. Donc il faudra voir évidemment avec l'évolution des nouveaux curricula et leur mise en application comment tout cela va évoluer. En tout cas, on voit à travers ces pratiques d'enseignement des formes d'intériorisation des idéologies linguistiques telles qu'elles sont contenues dans les programmes décrits tout à l'heure, puisque la langue arabe est comme enfermée dans un rôle de célébration de l'identité, mais pas dans un rôle forcément de modernité créatrice. Ce qui se retrouve aussi dans les propos, par exemple, de Mohamed Bennis, poète, écrivain, philosophe célèbre marocain, ou dans les différentes contributions de l'ouvrage dirigé par Kenza Sefrioui, Maroc, la guerre des langues. De son côté, la langue amazigh est enfermée dans une forme de patrimonialisation, où finalement, elle devient en quelque sorte une langue un peu musée, tandis que la langue française est enfermée dans l'ambivalence puisqu'elle est rendue inaccessible aux élèves de l'école publique par les apprentissages, malgré son rôle majeur dans l'enseignement supérieur et dans le monde du travail. Et par rapport à la relation que tu fais avec l'enseignement islamique, justement, dans mon livre, je fais l'hypothèse que les pratiques d'enseignement de l'arabe, mais aussi du français, à l'école publique marocaine, ont une proximité, voire sont en partie héritées de l'enseignement traditionnel coranique, pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport à ces pratiques centrales de mémorisation-récitation que je viens de décrire, qui sont souvent associées à une gestuelle mnémotechnique de mouvements pendulaires du corps d'avant en arrière, qui semble viser l'incorporation au sens propre du texte récité. Et ce sont la structure type que j'ai présentée tout à l'heure d'une leçon de français ou d'arabe en primaire est très proche des structures des leçons d'enseignement coranique décrites par exemple Abdellah Laroui ou Brinkley Messick ou même Louis Brenner pour le Mali.
De même, ce fonctionnement de lecture-récitation avec ses critères de rapidité, de fluidité et le rythme litanique de la lecture où finalement, quel que soit le texte lu, ce même rythme litanique est valorisé et où finalement le sens a peu d'importance par rapport à cette fluidité, cette musicalité, on peut dire. Et puis, d'autres choses, l'autorité aussi qui est conférée au texte écrit, qui se récite et se célèbre mais qui ne se questionne jamais. Et le peu de place laissée à l'expression d'un propos personnel individuel aux élèves. Finalement, ce texte écrit, c'est une forme de savoir qui est comme figé, immuable, qui n'a pas à être aménagé, mais qui doit être transmis tel quel dans sa complexité. Et enfin, dans la relation enseignant-élève aussi, des fonctionnements qui sont parfois proches de la relation maître-disciple, telle qu'elle est décrite par Mohamed Tozi dans Monarchie et Islam politique en 1999 ou par Abdellah Ahmoudi en 2001 dans Maître et disciple. Finalement, l'enseignant est mis dans un rôle où il est l'unique détenteur du savoir, avec l'obéissance, voire la soumission de l'élève comme critère pour mériter la transmission du savoir. Donc des formes d'élitisme finalement par distinction, voire élection de certains élèves par le maître ou l'enseignant. Voilà, ceci dit, plusieurs chercheurs marocains sont en désaccord avec cette hypothèse et je pense qu'il serait intéressant de la questionner de façon approfondie, notamment à travers des recherches comparatives sur les pédagogies coraniques et scolaires au Maroc, mais ça pourrait être aussi dans d'autres contextes arabo-musulmans et musulmans. Parce que finalement la question se pose, et je pense qu'elle est légitime, dans quelle mesure il n'y a pas forcément, que ce soit dans ce contexte-là ou d'autres, la présence d'un héritage culturel et d'une perméabilité entre les formes d'enseignement qui sont valorisées, notamment de façon historique. D'autre part, tu t'inscris dans la lignée des travaux d'anthropologie sur ce qu'on appelle la littératie, les littératies. Travaux qui montrent la diversité des types de littératie selon les cultures et les sociétés. Donc ma question, ça serait pour toi, quel type de littératie, au singulier ou au pluriel, je ne sais pas, tu as trouvé au Maroc? Et surtout, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est pourquoi parles-tu de littératie identitaire? Et quel est le lien avec la construction des savoirs et avec la citoyenneté, qui sont les titres de ton ouvrage? La notion de littératie, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails non plus, mais au départ, c'est une notion qui est assez floue, puisqu'elle désigne des compétences de lecture et d'écriture. Au départ, c'est un mot qui vient de l'anglais, qui correspondrait à peu près à l'alphabétisme en français. Cette notion, elle a été formalisée comme littératie fonctionnelle par l'UNESCO en 1956. Et ensuite, elle est reprise, toujours aujourd'hui, par les évaluations internationales des niveaux de littératie, justement, des élèves, comme PEARLS. Et PEARLS et les critères onusiens en fait, vise maintenant des compétences de compréhension, de production de textes écrits, visant une utilité, que ce soit dans le domaine professionnel, économique ou social. Donc c'est vraiment, ça met en avant l'idée d'une langue outil et d'une compétence utilitaire, et ce qui est très loin souvent d'ailleurs des critères d'évaluation de la lecture et de l'écriture dans les systèmes éducatifs nationaux. C'est une définition aussi qui est basée sur des critères occidentaux et qui est érigée finalement en définition universalisée, qui serait valable partout, de tout temps. Et pour autant, cette définition est remise en cause par de nombreux anthropologues qui ont étudié les rapports à l'écrit et les apprentissages de l'écrit dans d'autres contextes. On a par exemple l'anthropologue britannique Brian Street qui montre qu'il existe différentes formes d'acquisition de la littératie et différentes fonctions du rapport à l'écrit selon les contextes sociaux et culturels. À partir d'une ethnographie qu'il a faite dans les années 80 dans des villages de montagne en Iran, il a identifié 3 types de littératie. La littératie religieuse, qu'il appelle maktab literacy, la littératie commerciale et la littératie scolaire. La littératie religieuse, c'est selon lui l'apprentissage au maktab de la lecture et visant la mémorisation, la récitation du Coran, et donc ça met en avant une fonction religieuse du rapport à l'écrit.
dans la littératie commerciale, il la comprend comme l'utilisation de la lecture et de l'écriture à visée d'échanges commerciaux. Donc, par exemple, tenir des registres de stock, des registres de vente, et c'est une forme qu'il a identifiée, que les marchands s'apprennent notamment de père en fils, sans qu'il y ait un lieu dédié pour ce type d'apprentissage de la littératie. Et enfin, la littératie scolaire, où là, qui désigne l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école, qui va avec la massification de l'offre scolaire, de l'offre éducative scolaire, et qui développe finalement des compétences cognitives qui sont très spécifiques à l'école, notamment comprendre, analyser, écrire des textes visant à réussir des évaluations. En complément de ces types de littératie donc identifiés par Bryan Street, je propose dans mon ouvrage la notion de littératie identitaire par rapport aux enseignements de l'arabe et du français. Alors par rapport à l'arabe, on a vu dans ce que j'ai décrit tout à l'heure que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est très orienté vers la récitation, la célébration, l'incorporation de l'identité patriotique, nationale, religieuse, arabo-musulmane officielle. À travers les pratiques décrites aussi de lecture-récitation, il y a l'idée d'incorporer ces valeurs, d'incorporer ces savoirs identitaires à force de les réciter, de les intérioriser et de finalement s'identifier au contenu des textes de célébration de l'identité et de la culture nationale. Donc il y a une forme de littératie identitaire au sens où l'enseignement de l'écrit, du rapport à l'écrit, que ce soit lecture et écriture, met en valeur la visée d'intérioriser intellectuellement et émotionnellement ce que Bernstein appelle les mythes de la conscience nationale. Lui, il parle bien sûr du système du Royaume-Uni, mais on vient de voir les spécificités par rapport au Maroc et à cette identité nationale qui est transmise même dans l'incorporation visée par les pratiques d'enseignement. Et donc il y a cette idée de finalement fabriquer des citoyens pieux et déférents, donc qui à mon avis, marque vraiment une forme de littératie identitaire par rapport à cette fonction de l'écrit. En français, d'une certaine manière, c'est la même chose en contrepoint, c'est-à-dire que c'est une autre forme de littératie identitaire, au sens où l'enseignement du français tel que je l'ai décrit, tel qu'il est pratiqué, met en avant une identité qui est tellement mise à distance dans les cours de français qu'elle en est rendue inaccessible. Il n'y a pas d'appropriation possible de la langue française telle qu'elle est enseignée de ces façons-là, pas d'appropriation possible de cette langue comme un médium d'expression personnelle, mais c'est une forme de lecture-récitation aussi, mais d'une identité autre, issue de la littérature classique de France la plupart du temps, et qui est décrochée du réel des élèves, sans faire appel à leur monde de référence, sans faire appel à leur implication personnelle. C'est une forme de savoir qui est finalement dévitalisée, hors contexte. Une langue de l'autre, peut-être avec un grand A, qui n'est pas appropriée comme une langue du Maroc, mais qui est inaccessible à la majorité des élèves, malgré les besoins qu'ils pourraient en avoir pour leurs études supérieures et le marché de l'emploi qualifié. Alors maintenant, on va revenir un peu à ce qui est quand même une des grandes qualités de ton livre, qui est vraiment une approche sensible et vivante. Enfin, par ton écriture, tu nous rends vraiment présents ces cours. Et entre autres, enfin surtout quand on sait justement, comme tu l'as dit, tellement le système public marocain est tellement décrié, et y compris parfois les enseignants qui sont considérés comme plus ou moins incapables ou pas motivés, etc. Et toi, tu as dressé de très beaux portraits de certains enseignants ou inspecteurs et des témoignages très forts du rapport parfois très ambivalent amour-haine que certains enseignants entretiennent avec la langue qu'ils enseignent, que ce soit dans le cas du français ou de l'arabe. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples, quelques-uns des exemples qui te semblent particulièrement parlants de ces portraits d'enseignants?
Oui, avec plaisir, parce que ça a été aussi une partie vraiment importante de ces rencontres avec ces enseignants. Donc je vais présenter deux portraits d'enseignants qui m'ont particulièrement marqué. Donc le premier, c'est le portrait de Saïd, un enseignant de français en lycée, et qui par ailleurs écrit de la poésie et des romans en arabe. Il a d'ailleurs reçu un prix des Émirats pour la qualité de sa poésie en arabe. Il est né dans la montagne, dans le Haut-Atlas, où il enseigne aussi aujourd'hui, et il a pour langue maternelle le Tachelhit. Je vais vous lire une citation d'un entretien que j'ai fait avec lui, où il montre combien son rapport à la langue française était, pendant sa scolarité en tant qu'élève, était particulièrement douloureux, et comment, d'une certaine manière, il a décidé de rentrer en combat avec cette langue. Donc je le cite: « Le français, c'était un défi pour moi. Toute la scolarité jusqu'au bac, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je voyais tout derrière une vitre sale. Je détestais cette langue, j'avais de la haine pour elle. Les profs nous en dégoûtaient. Si on n'était pas excellent en français dès le primaire, on était marginalisé par le prof de français. C'était des regards de mépris pour ceux qui n'étaient pas excellents. Il fallait être excellent ou on n'était rien, des moins que rien. » Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il me parle de sa formation. Donc une fois qu'il a été recruté par les concours de l'enseignement, il a suivi une formation au centre de formation. Et il parle d'un formateur, le formateur justement qui faisait la formation pour l'enseignement du français. Et donc quand il dit ce prof, c'est ce formateur. Je le remercie, ce prof qui nous méprisait. Il m'a donné la force. C'est grâce à lui que j'ai décidé d'affronter cette langue qui me donnait beaucoup de complexes et de haine. Je me suis dit, je vais devenir excellent en français, au moins pour réussir dans mon métier. J'aurais pu me contenter d'être enseignant en arabe, mais je n'ai pas voulu fuir le français, sinon j'aurais eu honte. C'était honteux. » Il raconte ensuite comment il se rassemblait avec des collègues pour essayer d'améliorer leur niveau de français. On a commencé à se rencontrer en secret dans la forêt. On parlait en français entre nous. On osait parler français entre nous malgré les fautes. J'avais le goût des études clandestines. Donc on voit quand même cet enseignant qui par ailleurs a un français magnifique, qui pour améliorer son français et pour rentrer en combat avec cette langue, pour la maîtriser, se cache dans la forêt pour éviter qu'éventuellement des oreilles malveillantes puissent entendre des fautes. Donc ça montre un rapport à la langue française qui est vraiment très particulier. Ça rejoint d'ailleurs les propos de l'écrivain Abdellah Taïa, qui parle d'apprendre la langue française, lui aussi venant d'un milieu populaire et se sentant écrasé par l'élite, et l'idée d'apprendre cette langue pour la vaincre, donc vraiment cette idée de guerre, mais aussi pour en faire une arme personnelle, d'expression personnelle. Donc justement, je pense que ce portrait de Saïd est intéressant. Il raconte aussi plus tard comment lui-même, désormais enseignant, organise des pièces de théâtre clandestines, elles aussi, avec ses élèves. Et notamment, il raconte comment il a réécrit L'île aux esclaves de Marivaux, qui est quand même une pièce de théâtre du XVIIIe siècle français. Et il l'a réécrit dans un français simple pour le rendre accessible aux élèves. Et il a demandé à ses élèves de créer des passages chantés et dansés en Tachelhit. Donc il y a vraiment ce rapport aux langues, cette tentative de réconcilier les langues entre elles, dans l'école, mais là, en dehors de l'école également. Puisqu'après, ils font des représentations de cette pièce de théâtre aménagée clandestine, cachée dans la montagne avec les parents. Et donc, je trouve que c'est particulièrement, une personne qui est vraiment inspirante. La deuxième personne dont je vais faire le portrait, c'est plutôt dans une situation particulière. C'est Fatima, qui est une enseignante d'arabe de collège dans une ville du Moyen Atlas. Il faut imaginer une grande femme avec les cheveux teints en blond platine, avec quelque chose de très éclatant et de très assuré, qui n'est pas forcément très représentatif des femmes de cette ville en question. Et Fatima, donc en dehors de son enseignement de l'arabe, elle organise des lectures publiques de grands textes de la littérature arabe dans un terrain vague près de son collège. Et elle le fait pour ce qu'elle dit être, pour lutter
contre l'ignorance des gens, selon elle. Donc ce jour-là où j'étais présente, elle lit des extraits des voyages d'Ibn Battuta devant une assemblée faite de très composite, faite d'élèves, de ses élèves ou d'autres élèves d'autres classes, et puis d'adultes qui sont debout autour d'elle, que ce soit des parents, mais aussi des ouvriers, des passants, des travailleurs. Et pendant sa lecture, il y a un silence et un recueillement total, une forme de concentration collective autour de sa voix et autour de l'incarnation dans sa voix de ce texte. Par ailleurs, pour un public qui majoritairement ne sait pas lire ni écrire, très peu ont été à l'école et très peu ont vraiment accès au sens du texte. Mais finalement, c'est moins le sens du texte qui est important que le fait de se laisser porter par la musicalité, par la beauté de la langue. C'est vraiment un moment de recueillement collectif, et quand elle s'arrête, soudainement, la sorte de bulle de recueillement dans laquelle tout le monde était, dans un silence total, il y a un retour à la vie quotidienne et aux échanges du quotidien avec, selon les personnes, retour à la Darija ou au Tamazirt. C'est donc vraiment un moment à part qui marque l'attachement affectif et émotionnel collectif fort à la langue arabe, par ailleurs ici qui n'est pas la langue religieuse, qui est une langue littéraire. Et cette langue arabe n'est pas mise en opposition dans ce moment-là avec les langues vernaculaires comme on le retrouve dans beaucoup de discours, notamment politiques, sur la séparation des langues et les statuts diglossiques des langues. Et donc, d'une certaine manière, dans ces pratiques-là au quotidien, il n'y a pas de séparation entre les langues, mais elles ont des statuts et des fonctions différentes. Et la langue parlée ou la langue vernaculaire, de son côté, bien sûr, elle n'est pas vénérée par les personnes comme l'est la langue Fosha, mais c'est la langue de tous les jours et des échanges, des émotions humaines, personnelles et intimes. Et j'apprécie beaucoup le propos d'un étudiant en entretien qui disait que finalement, on peut écrire des poèmes d'amour en Fosha pour une fille, mais on va la demander en mariage à sa famille en Darija. Sinon, on a l'air ridicule. Pourquoi? Parce que selon lui, un poème en Fosha célèbre un amour désincarné, l'amour dans sa grandeur, son abstraction. Ça rend la parole amoureuse éthérée, désincarnée et donc forcément moins dangereuse. En revanche, une demande en mariage en Darija, c'est elle qui va négocier, organiser les aspects matériels, tangibles, incarnés et ancrés dans le réel, dans la vraie vie. Et donc forcément aussi se retrouver dans des actes personnels et collectifs, mais qui ont des conséquences sociales. Donc je pense que c'est intéressant de voir aussi cet aspect-là de la diglossie et pas seulement une confrontation qui est souvent mise en avant. Merci Chloé, je pense que de tes propos, on voit vraiment que dans ton ouvrage, tu as vraiment su croiser des considérations plus théoriques et vraiment une approche très, très vivante. Enfin, tes personnages, c'est presque des personnages de romans ou de films, enfin, on les verrait. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. On sait qu'actuellement, bon, les relations entre la France et le Maroc sont pas au top top et que le gouvernement marocain pousse vraiment à l'enseignement de l'anglais. Et donc, dans ton ouvrage, et comme tu nous l'as dit, on voit que c'est une langue qui est enseignée de façon beaucoup plus vivante que le français. Donc, est-ce que tu penses que la place et le statut du français au Maroc peut se dégrader très vite? Oui, effectivement, je pense que le statut du français est vraiment de plus en plus mis à mal au profit de l'anglais aujourd'hui au Maroc. On le constate aussi de plus en plus même dans la rue, où les jeunes Marocains finalement s'adressent aux étrangers et aux touristes plus volontiers en anglais qu'en français. Et d'une certaine manière, on le comprend tout à fait, c'est-à-dire que les modalités d'enseignement du français rendent cette langue tellement autre, tellement étrangère, inaccessible, inhibante, que, en plus d'être perçue par beaucoup comme un symbole de domination coloniale et néocoloniale, et comme une langue de domination sociale et économique des élites, forcément l'anglais apparaît comme une forme de refuge dans lequel il est possible de s'exprimer, de rêver, d'exister, sans risquer aussi le couperet d'être jugé pour ses erreurs de langue, comme on peut l'être en français. De plus,
Le gouvernement lui-même préconise des réformes qui valorisent l'enseignement de l'anglais depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc on est vraiment dans une dynamique qui favorise l'anglais, même si encore aujourd'hui, et probablement pour quelque temps encore, les opportunités pour les études supérieures et le marché de l'emploi qualifié au Maroc restent beaucoup plus francophones qu'anglophones, ne serait-ce que par la présence de ressources humaines plus quand même francophones encore. Mais il y a vraiment un véritable engouement pour le français. Quelles sont finalement les conclusions principales que tu peux avoir après ces années de recherche? Par rapport au fonctionnement de l'enseignement des langues au Maroc dans le système public, je pense qu'il y a vraiment des grands changements à mettre en place de manière à ce qu'il y ait vraiment une forme d'efficacité de ces enseignements et de sorte aussi à ce que les élèves ne se retrouvent pas finalement à ne maîtriser ni vraiment correctement l'arabe fusha, ni vraiment, et encore moins bien sûr le français. Donc d'un point de vue d'aménagement pédagogique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, même s'il y a des choses qui sont en cours actuellement. Je pense que ma recherche et cet ouvrage, ça a permis de faire une sorte de pas de côté et d'apporter un regard un petit peu différent de ce qui existait auparavant. Ça permet aussi, je pense, d'ouvrir des portes pour des recherches ultérieures qui permettraient de développer aussi, de proposer des pistes de transformation, notamment des programmes des langues dans les écoles, non seulement par rapport à une visée éducative d'efficacité, mais aussi à viser d'un apaisement finalement, d'un apaisement des rapports qui restent très conflictuels entre les langues, conflictuels dans les discours, encore une fois, conflictuels dans les idéologies linguistiques dans lesquelles chacune est enfermée, mais qui finalement, à partir du moment où on donne du lest et où on écoute ce qui se passe aussi dans la société, on voit que ces conflits, mais ils sont peut-être plus marqués dans les discours et dans les positionnements que dans la réalité des pratiques langagières au quotidien. Cet épisode de Livre et Mam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Chloé Pellegrini, Enseigner les langues à l'école publique au Maroc, construction des savoirs, identité et citoyenneté, paru en 2024 aux presses des universités de Rennes, mais également disponible au Maroc via les publications du Centre Jacques Berck pour les éventuels auditeurs ou spectateurs qui seraient intéressés pour l'avoir au Maroc. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'IREMAM et le réécouter en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci encore Chloé Pellegrini de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs. Au revoir.